Allez, on est de retour pour la seconde partie des experts. Il est 10h31. Bienvenue pour ceux qui nous rejoignent. Autour de la table, toujours mes trois experts, Roland Gillet, Rafik Smati, Jean-Marc Daniel. Merci à tous les trois d'être ici. Avec un thème qui risque de susciter un peu le débat. Les États-Unis, puissance incontestée ou en voie de tiers-mondialisation. Je vais laisser Jean-Marc Daniel commencer, car il a une position assez iconoclaste sur le sujet. Oui, alors... Et un peu provoque, disons-le. Oui, non, c'est-à-dire que effectivement, je suis frappé par le fait que, notamment en Europe, on est fasciné par les États-Unis. Madame von der Leyen a été humiliée, tout ça, et on regarde pas ce qui est, à mon avis, la réalité. C'est-à-dire que d'abord, Trump lui-même est beaucoup moins fasciné par les États-Unis que ce que nous racontons nous-mêmes, puisqu'il veut les rendre de nouveau grands. MAGA, ça veut dire Make Again. Et pourquoi ? Parce que quand on regarde... Parce qu'il estime que ses prédécesseurs l'ont affaibli. Exactement. Et comment ils l'ont affaibli ? Il se réfère d'ailleurs à deux présidents qui sont McKinley et Nixon. Et par rapport à Nixon, ce qu'il raconte, c'est que Nixon s'est aperçu qu'en fait les États-Unis vivaient au-dessus de leurs moyens, avec comme conséquence que les États-Unis distribuaient des dollars à la surface de la planète, et que les gens considéraient que c'était un privilège exorbitant, mais qu'en réalité cette distribution de dollars se traduisait par le fait que les gens qui les détenaient venaient chercher de l'or en retour, et donc les États-Unis perdaient systématiquement leurs réserves d'or, d'où Nixon a déconnecté le dollar de l'or. Et ce que disent les gens qui sont autour de Trump, c'est que les dollars continuent à se distribuer à la surface de la planète, et puisque les gens ne peuvent pas piller le stock d'or des États-Unis, ils pillent le patrimoine américain. Et donc, ils deviennent progressivement propriétaires des États-Unis, de la dette publique américaine. Mais les capitaux affluent, c'est une excellente nouvelle pour les États-Unis. Oui, sauf que les capitaux, ça se rémunère, et ça se rémunère par une ponction sur le travail américain. Et donc, dans l'actualité, le dernier élément qui m'a fait mettre en avant mon point de vue, comme quoi les Américains sont en train de s'appauvrir parce qu'ils sont en train de s'endetter, ça a été lorsque il y a eu la négociation, non pas avec Madame von der Leyen, mais avec le ministre des Finances japonais, qui est venu voir les Américains en leur disant, écoutez, on va pas nous taxer, on est déjà en déficit commercial, on est un petit pays, vous savez, à la japonaise, très humble, très, voilà, vous savez, bon, écoutez, on est peu de choses, et on est 100 milliards de dollars de déficit commercial. Exactement le même montant d'ailleurs que la France, 100 milliards de déficit commercial. Et Scott Bessent, le secrétaire au Trésor, a dit oui, non, mais vous essayez de nous avoir, vous êtes des hypocrites, parce que moi je viens de faire un chèque de 100 milliards de dollars du Trésor public américain à la Banque centrale du Japon, et donc ces 100 milliards de dollars d'importation sont payés par les contribuables américains. Et donc, à cause de cet engrenage systématique de déficit extérieur des États-Unis, qui distribue des dollars, je suis obligé de vendre mon patrimoine. Je convertis grosso modo mon patrimoine en pouvoir d'achat. Et cette conversion de mon patrimoine en pouvoir d'achat donne des droits aux gens qui sont extérieurs aux États-Unis, sur moi, sur mon économie, sur ma réalité quotidienne. Grosso modo, les États-Unis sont dans la même situation qu'un certain nombre de pays du tiers-monde qui sont obligés de faire appel au FMI. À cette différence près, c'est que le FMI apporte des dollars. Il y a une chose dont ne manquent pas les États-Unis, c'est des dollars parce qu'ils les fabriquent. Mais fondamentalement, le mode d'organisation de l'économie, c'est de vivre au-dessus de ses moyens, de s'endetter et de préparer effectivement la ponction systématique future de l'extérieur sur le travail local. Jean-Marc, si les États-Unis, c'est le tiers-monde, la France, dont le PIB par tête est de 30% inférieur à celui des États-Unis, il a perdu 30% en 30 ans en économie. Alors je vais donner la parole aux autres, mais deux remarques par rapport à votre question. La première chose, c'est que ce PIB américain est constitué de dettes. Et donc, effectivement, si vous vous endettez, vous finissez par avoir du PIB. Heureusement, c'est-à-dire vous vivez, vous cramez effectivement votre futur en vous endettant pour avoir votre revenu. Et la deuxième chose, là aussi je rejoins ce que dit Trump, qui ne dit pas que des bêtises, même si c'est assez surprenant ce qu'il peut raconter, quand on lui a dit que effectivement le pays était en train de tomber entre les mains des Allemands et des Japonais. Il a dit, mais si les Allemands et les Japonais n'ont pas compris en 1945... on peut repasser le couvert. On va les remettre à leur place. Sauf que il y a eu un élément qui a été complémentaire. Il nous dit, non seulement c'est les Allemands et les Japonais, mais c'est de plus en plus aussi les Chinois.
Et les Chinois... Oui, là, on rigole moins. On rigole moins, c'est-à-dire l'évocation du couvert de 45 est grotesque et odieux, mais avec les Chinois, il n'y a même pas cette évocation possible. Donc, pour les États-Unis, c'est effectivement une véritable perte, à mon avis, de présence économique internationale. La réponse de Roland Gillet, les États-Unis, pays en voie de tiers-mondisation. Dans ce que Jean-Marc a dit, ce qu'il dit, c'est des faits. Donc, ça, je comprends, le déficit et effectivement l'accroissement de détention d'actifs américains. Mais c'est grâce à ça, évidemment, que les Américains sont forts. Là, c'est ça. Et Trump... C'est une assise du pouvoir, Trump, vous savez, l'effet de levier, c'est quoi? C'est avoir une rentabilité économique sur des entreprises qui sont plus importantes quand vous avez du levier, donc de l'endettement, que le taux d'intérêt. Quand vous avez la chance d'avoir une monnaie qui est la monnaie mondiale, donc vous, le pouvoir d'achat, si les matières premières... Ça ne change rien. D'ailleurs, c'est toujours ce qu'ont dit les présidents américains, bien avant Trump. Le dollar, c'est notre monnaie, mais c'est votre problème. Premier élément. Deuxième, grâce à ça, d'avoir des gens qui, naturellement, trouvent, pour quelque raison que ce soit de la perception de la réalité, que de faire des affaires aux États-Unis, 1. 2, d'y avoir du patrimoine, donc acheter des actions ou des obligations est intéressant. Rendez-vous compte, pour les États-Unis, mais c'est merveilleux. Lors d'un tour de table, au lieu d'avoir 150 € par action, comme il y a une demande beaucoup plus forte par le rêve américain, vous obtenez, vous, chef d'entreprise, 170 €, 200 €, donc un coût des fonds propres plus bas. Quand vous endettez, les taux d'intérêt, plus maintenant, mais tous les États, y compris la France, y passent, et je ne dois pas vous parler des agences de rating. Regardez la dette américaine, regardez la dette française, et regardez des gens qui font des efforts, la dette italienne, subitement, ça va mieux. Enfin, soit. Je veux juste dire que là, si vous avez du levier qui vient naturellement des étrangers, qu'en plus que ce soit, d'ailleurs on le disait souvent, les Chinois sont liés aux Américains puisqu'ils sont très contents de réinvestir dans la dette américaine. Mais donc ils sont aussi tributaires de la réussite des États-Unis. Mais de l'autre côté, ce montant qui arrive, qui vient financer les États-Unis par une nature qui ne pousse même pas à aller les chercher avec un fusil sur la tempe, ça permet des leviers qui vous font, par exemple, qu'en 2010 et 2023, on est tous d'accord qu'en 2008, c'est bien là que la grande crise a eu lieu, au niveau des subprimes. Oui. De 2010 à 2023, je ne vous parle pas de la bourse, je ne vous parle pas des 7 grandes valeurs, je ne vous parle pas de l'avance sur l'IA, le PIB européen a cru de 21%, le PIB américain 34%, c'est plus de 50%. Aujourd'hui, la rentabilité sur les fonds propres des entreprises américaines, il est de 17%, alors qu'il n'est que de 11% ici. Vous pouvez faire toutes les unions bancaires que vous voulez. Tout le marché des capitaux européens, qui doit être fait. Hein, oui, on attend. Bien, vous n'aurez jamais des gens qui diront autre chose. Moi, mon intérêt, c'est de souscrire et d'acheter des titres aux États-Unis. Et la preuve que ce que je dis a du sens, je crois, c'est que vous prenez une société comme Nestlé. On est bien d'accord que Nestlé n'est pas américain. Et tout le monde veut acheter des actions Nestlé. Je dis parce qu'elle est dans les indices et tout ce que vous voulez. Oui. Mais ils ne vont pas s'en émouvoir. Ils ont le même phénomène, sauf que l'entreprise est suisse. Donc, moi, je dis ici, tout ce qui me permet... Et c'est la grande force des États-Unis. C'est d'ailleurs de ça qu'il a peur. Vous avez vu qu'il a peur de ses créanciers. Ce qui a fait mal après le fameux Liberation Day, ce n'est pas les marchés d'actions. C'est le fait que sans doute les détenteurs sont les Japonais, les Chinois. Et en plus, c'est même pas pour vendre beaucoup. Il suffit. Vous n'oubliez pas que les prix se font à la marge. C'est quand on vend. Là, il est plutôt de mon côté. Là, il est en train de dire que les Japonais et les Chinois sont en train de tenir les Américains. Je dis juste que c'est toujours sur les taux d'intérêt. Je vais prendre un autre exemple. En Grande-Bretagne, quand la première ministre a fait des choses qui n'étaient pas bien, vous avez vu à quelle vitesse les marchés, 3 semaines, balayés. Les taux d'intérêt peuvent aller vite. C'est juste ça que je veux dire. D'où qu'ils viennent. Mais je dis juste aujourd'hui, ce qui a permis aux États-Unis d'être les États-Unis, c'est répété, et ça a toujours été dit, c'est juste ce que je crois que je viens d'expliquer, et où on est quand même relativement d'accord des deux côtés de l'Atlantique dans les comités où je suis. Mais ce qui est beaucoup plus grave, et ça c'est important, c'est que maintenant Trump, lui, il dit... Ça fait un peu rire avec ce que je vous ai dit, 2010-2023, vous voyez un peu le PIB, on parlait du revenu national ici, on ne parle pas d'autre chose. Et même s'il y a eu de l'endettement, généralement, c'est même de l'endettement qui a permis des vrais investissements productifs plutôt que la dépense sociale. Je ne suis pas en train de critiquer, mais en Europe, on est plutôt là-dessus. Oui. Et troisième chose, Biden, c'est pas Trump, mais l'IRA, l'Inflation Reduction Act, a consisté à donner très vite des avantages pour des investissements européens qui auraient lieu en Europe, mais aux États-Unis. Donc, en plus de ça, ils bénéficient de cette différence de compétitivité dans la manière d'allouer parfois des aides. Donc, tout ça étant, ça fait les États-Unis d'aujourd'hui. Si vous regardez les firmes aujourd'hui dans l'IA, entendez encore hier, Nvidia a mis 100 milliards, rendez-vous compte, c'est même pas ce qu'on aura peut-être si un jour on se décide d'en faire, et ils ont de l'avance. Donc, je dis tout ça, il faut faire attention de voir pourquoi c'est. Mais par contre, ce que je trouve le plus terrible, c'est quand il dit « Make America Great Again », il n'est pas encore content de ça,
il voudrait même, et c'est ce qu'il fait, regardez un peu comme on est faible, parce qu'il a le géopolitique, parce qu'il a le premier, en plus, ils ont de la chance, le premier exportateur de pétrole et le premier producteur de pétrole au monde. On n'en parle pas assez souvent. Donc il a l'énergie, pas propre, on est d'accord. Il a les Canadiens au nord qui peuvent faire de l'énergie bleue, c'est mieux que de la verte, puisque les barrages, été comme hiver, ça délivre un peu comme du nucléaire. Et il a en plus, aujourd'hui, par le géopolitique, une prégnance qui peut en plus impacter, même si les droits de douane, même les Américains disent, pas très malin, parce que c'est les Américains qui vont le payer notamment sur les produits de luxe. En tous les cas, il a une puissance qui fait que Ursula von der Leyen, elle n'est sûrement pas heureuse de sa situation, mais j'ai l'occasion de rencontrer la présidente de la Confédération en Suisse. Elle imaginait la taille de la Suisse, elle se ramasse du 39%, alors que les calculs que Trump dit sont faux, sauf le médical. Et elle dit, j'ai la seule chose que je peux faire, vu la taille de la Suisse et l'importance pour moi d'obtenir quelque chose. Elle a dit à la TV, donc ce que je dis là, vous pouvez le vérifier, elle dit, c'est de faire allégeance devant M. Trump. Hein. Il est quand même, quoi qu'on en pense, élu président des États-Unis. Il est le responsable, pour le moment officiel, des États-Unis. Et les États-Unis, c'est quand même quelque chose dans le monde. Et d'un point de vue géopolitique et économique. C'est juste ça que je veux dire. Par contre, les chiffres de Jean-Marc, on a des débats tous les deux. Il a raison sur ce qu'il a dit au début. C'est sûr qu'il y a forcément, à partir du moment où tout le monde a des actifs américains, une partie de gens qui détiennent ces actifs. Mais moi, ce que je vois de l'autre côté, c'est que grâce au fait qu'effectivement, ils paient les 100 milliards aux Japonais et ainsi de suite, les Américains eux-mêmes, qui sont dans des fonds de pension par capitalisation et pas par répartition, eux ont revoté Trump parce qu'il les a enrichis au niveau de ce qu'ils espèrent dans leur pension, non pas sur les revenus, mais sur l'accroissement du capital. Vous savez, comme moi, vous qui êtes chef d'entreprise, les dividendes sont qu'une toute petite partie de ce que vous avez de l'autre côté sur l'accroissement de votre capital si vous le gérez bien. Hein. C'est ça que je voulais au moins dire. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les chefs d'entreprise que vous croisez qui reviennent des États-Unis, Rafik Smati ? Écoutez, c'est mon cas, j'y vais régulièrement. Et vous savez, Alors que dites-vous très directement ? Je ne regarde pas les choses d'un point de vue macroéconomique. Ce que vous dites est sans doute vrai. Mon prisme d'analyse, c'est le prisme de l'entrepreneur. C'est le prisme de l'entrepreneur de la tech qui voit la révolution qui est à l'œuvre aujourd'hui, et notamment autour de l'IA. Et je peux vous dire que quand je reviens des États-Unis, mais c'est valable aussi d'ailleurs avec la Chine, on se prend une baffe quand on vient en France et quand on vient en Europe. Quand on voit ce qui est en train de se passer, nous sommes face à une révolution anthropologique, et je pèse mes mots, une révolution anthropologique majeure. Je considère que la révolution que nous nous apprêtons à vivre et que nous vivons en ce moment, c'est probablement l'une des plus grandes révolutions de l'histoire de l'humanité, et je la mets à égalité avec la découverte du feu. C'est pour vous dire. Tellement ça va changer notre rapport à tout, et y compris au monde, y compris au vivant. Et donc je suis assez surpris de la manière dont on pose la question, suprématie ou déclin, parce que comment on évalue la grandeur et la suprématie d'un pays, ou en tous les cas la dynamique d'un pays. Je ne l'imagine pas en fonction de paramètres macroéconomiques, même s'ils sont à leur intérêt. Je vois d'abord sa capacité à écrire l'avenir. Oui. Est-ce que les États-Unis aujourd'hui écrivent l'avenir ou pas ? La réponse est évidemment oui. Ce ne sont pas les seuls, les Chinois le font aussi. Est-ce que les États-Unis sont capables d'envoyer du rêve ? Il existe aujourd'hui un rêve américain. Il existe aujourd'hui un rêve américain. Alors, c'est peut-être pas le nôtre chez nous en Europe, mais il existe un rêve américain. Une machine à le diffuser qui s'appelle Hollywood. Exactement. Et il s'agit d'aller à la rencontre des jeunes dans les universités aux États-Unis pour voir que ce rêve américain n'est pas un mythe. Et ensuite, quelle est l'énergie qui se dégage ? Quelle est l'énergie qui se dégage d'un pays ? Là, encore une fois, aller aux États-Unis, alors essentiellement sur la côte Est et évidemment dans la Silicon Valley, vous allez voir l'énergie qui se dégage, la capacité, l'état d'esprit qui règne selon lequel tout est possible, selon lequel on va pouvoir réinventer le monde, on va pouvoir créer une planète nouvelle, on va pouvoir conquérir des horizons différents. C'est ça qui se joue aujourd'hui aux États-Unis. Donc c'est évidemment la suprématie. Et je crois que la vraie question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est pas la question de la suprématie ou du déclin, c'est la question de savoir est-ce que la suprématie sera bienveillante ou maléfique ? Est-ce que cette suprématie sera mise au service de l'humain ou est-ce qu'elle sera mise au service de la destruction de l'humain, avec des questions monumentales qui se posent notamment en termes d'intelligence artificielle ? C'est ça la vraie question. C'est la une de la Tribune aujourd'hui, cette grande question avec cet appel de plusieurs personnalités. On va pouvoir montrer la une à l'écran. Cet appel, l'appel mondial à réglementer l'intelligence artificielle. Tire la sonnette d'alarme. Vous-même, vous avez fondé Luxor.ai. Pour ou contre ? Un mot rapide et je vous passe la parole. Oui. Juste réagir à ce qu'il vient de dire en 3 mots. D'abord, Jean-Marc, juste une seconde. Oui. Réglementé ou pas ? Évidemment. Est-ce que c'est dangereux ? Oui, enfin, vous savez, le principe de base, c'est on crée la richesse et ensuite on se pose la question de la réglementation. Tout le génie européen a été de dire
on va d'abord réglementer et puis ensuite on va créer de la richesse. Sauf que c'est pas dans ce sens-là. C'est ce qu'on dit souvent, et l'Europe régule quand les autres innovent. Jean-Marc Daniel. Oui, concernant la révolution, le feu et tout ça, j'en sais rien. Et je pense qu'il y a tout un tas de travaux scientifiques qui se posent la question sur est-ce que l'intelligence artificielle c'est une invention ou une innovation? Absolument. Sachant que l'invention, c'est alors notamment le dernier prix Nobel d'économie s'est fait connaître pour avoir postuler, essayer de démontrer que ça allait être une impasse assez rapidement pour des raisons assez simples. C'est que jusqu'à présent, les mutations technologiques ont été autour de l'énergie, que l'on pouvait quantifier, dont on pouvait analyser la qualité, alors que sur l'information, il y a un problème de qualité de l'information, de mesurer la qualité de l'information qui est extrêmement compliqué à gérer. Et donc il y a tout un débat. En revanche, ce que je voudrais dire, c'est que effectivement, les États-Unis, si on regarde le PIB par habitant, tout ça, c'est pas le premier PIB par habitant. En quoi les États-Unis sont en ce moment les premiers? Il y a 3 indicateurs sur lesquels ils sont les premiers. Sur le déficit extérieur, ils représentent les 2/3 du déficit extérieur des pays mondiaux en déficit. Si vous regardez les 3 économies qui sont vraiment en déficit, c'est le Royaume-Uni, la France et les États-Unis. Le Royaume-Uni, on a parlé de Liz Truss, ils sont obligés effectivement de naviguer à vue pour... la France, elle fait payer l'Allemagne, c'est-à-dire les exportations allemandes paient les importations françaises, et les États-Unis, ils font payer l'avenir. C'est encore une fois ce que raconte Donald Trump. Si Donald Trump met en place des droits de douane, il n'est pas fou. Les droits de douane, c'est les Américains qui vont les payer. C'est parce que les Américains vivent au-dessus de leurs moyens. Le deuxième critère sur lequel les États-Unis sont en tête, c'est sur le nombre de personnes incarcérées par habitant. C'est l'endroit où il y a le plus de gens en prison aux États-Unis. Et le troisième élément, c'est effectivement l'évolution du poids moyen des individus. C'est-à-dire des indicateurs qui sont des indicateurs qui montrent que, je pense, c'est une société qui vit au-dessus des moyens. Et contrairement à ce que l'on pense, je pense que c'est une société qui est en train de ne pas s'aimer. C'est une société... Vous dites le poids moyen, physique, pas économique. Oui, le poids moyen physique, c'est-à-dire c'est une société d'obèses. Bon, et donc je pense qu'avec un recul de l'espérance de vie et tout ça, donc je pense qu'il y a un certain nombre d'indicateurs mais c'est pas ça je trouve important. Ce que je trouve important, c'est que le Japon, l'Europe sont des pays qui sont en train de vieillir. Oui. Et donc ces pays qui sont en train de vieillir, qui dégagent de l'épargne, c'est le cas de l'Europe, pas de la France, mais sont dans une logique qui consiste effectivement à préparer, je maintiens, la silver economy. Et quand cette semaine, l'Union européenne signe un accord de libre-échange avec l'Indonésie, absolument, l'Union européenne répond aux besoins qu'elle va avoir à affronter. C'est-à-dire que la jeunesse du monde, elle est en Inde, en Indonésie, en Afrique. Le Japon et l'Europe sont en train de se tourner vers ces pays. L'Indonésie est devenue la plus grande économie d'Asie du Sud-Est. Et elle est détenue par les Japonais. Et je pense que c'est cette capacité qu'ont les Européens et les Japonais à intégrer leur avenir face à une situation où aux États-Unis, on est dans la fuite en avant. Roland Gillet. Il y a une chose qui sourit. Je souris parce que je vais le dire à la belle. Je n'ai pas ajouté quelque chose tantôt qui est fondamental. Il y a un grand chef d'entreprise qui a d'ailleurs détenu pas mal d'entreprises françaises, dans le capital en tous les cas, Albert CAC 40, c'est Albert Frère. Grand. Il disait toujours, et j'ai eu la chance, non pas de parler avec lui, mais avec ses équipes ou avec des gens, même aussi avec lui, il disait des choses qui étaient élémentaires mais qui étaient fortes. Il disait petit actionnaire minoritaire, petit con, gros actionnaire minoritaire, gros con. Je m'explique. Quand vous gardez le contrôle à plus de 50% aux États-Unis par les Américains, et que vous en avez d'autres qui viennent autour de table. Je n'ai pas dit qu'ils étaient cons, loin de là, parce qu'ils ont une rentabilité. Mais où reste? Mais ils n'ont pas le pouvoir. Vous avez entendu ce que dit Nicolas Dufourcq au niveau de la banque d'investissement public en France, comme d'autres d'ailleurs. Il dit quand on veut faire une levée de capital, au début c'est pour des start-up, la logique, la mentalité européenne, français, c'est pas qu'en France, c'est vrai en Belgique, c'est vrai ailleurs, un peu moins chez les Hollandais, c'est nous, on veut bien mettre du capital à risque quand c'est à risque, mais on veut éventuellement que l'État garantisse un petit peu quand ça va mal. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Ce qui veut dire que les fonds américains, souvent américains, la plupart américains, viennent, eux, avec une logique de diversification et de moyens de départ. Donc, ils prennent un grand nombre, ils savent qu'il va y avoir des échecs dedans, mais ils prennent tout, quoi. Ils prennent le risque du début à la fin. Parfois, ils arrivent à obtenir des actions à vote majoritaire, des actions avec des clauses spéciales parce qu'ils prennent le risque pour eux, mais aussi celles qui disparaîtront. Ce que Jean-Marc a dit sur l'étage artificiel, personne ne peut dire ici autour de la table jusqu'où on ira. En tous les cas, tout le monde voudrait y être. Vous voyez bien d'ailleurs ce qu'aujourd'hui les Européens disent, on n'en a pas. On voit l'argent aujourd'hui. Donc on ne sait pas. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que celui qui va gagner, par ce que je vous ai dit, il sera d'office
pour une grosse part américain. Parce que ce qui va derrière ça, c'est que quand vous avez une entreprise américaine qui a la majorité et qui en plus sait que s'il y a un géant français en essence dans une start-up, où il a mis, lui, sur du capital à risque direct, parce qu'il diversifie avec la taille de ses moyens, et que celui-là, il en aura déjà 35 ou 40% avec des clauses éventuellement de monter à 50, il sait qu'il va pouvoir avoir l'intelligence que nous avons. Et quand moi, je vois des étudiants à moi, aussi bien à Bruxelles qu'à Paris, qui me disent aujourd'hui, simplement pour des raisons de rêve que vous avez dit, franchement, ils raisonnent. Moi, je ne m'attendais pas à ça. J'ai été après de grandes sociétés américaines qui viennent essayer de recruter ici en Europe, dans des business calls et ainsi de suite. Et quand je leur ai parlé que moi j'étais intéressé, ainsi de suite, ils m'ont dit tout de suite que fait votre épouse ou votre conjoint, oui. votre conjoint ou votre conjointe, ça dépend dans quel sens. Il fait ceci, ainsi de suite. Nous, on est tout à fait sur le volet de vous prendre avec elle, parce qu'ils estiment qu'il a de la valeur. Et en plus, si vous êtes dans une entreprise, on vous donnera des clauses qui vont pouvoir vous permettre d'avoir des actions tout de suite, et ainsi de suite. Et donc, nous qui avons payé très cher, pas peut-être encore assez cher, pour arriver au top du top, comme les universités top 10 américains, même si on a de très bonnes universités en Europe, eux, ils vont chercher les gens. Regardez un peu Harvard. Mais ça se ferme, Roland Gillet. Le nombre de professeurs qui ne sont pas américains dans les grandes universités du top 10. Donc, ils vont chercher par une capacité d'attraction et pas que de rémunération, des qualités de vie. Moi, ce qui m'étonne, qui a beaucoup évolué, c'est avant, mes étudiants, ils disaient non parce qu'ils se disaient « Ah oui, ils viennent me chercher ». C'est comme si je n'avais pas de conjoint, le social, ils n'en ont rien à faire. Mais ils ont grandi, ils ont compris que notre culture n'est pas la nôtre. Les Chinois avancent aussi, mais eux l'ont vraiment compris. Et donc, ils viennent avec l'idée d'attirer des gens que nous avons payés très cher dans leur formation, puisqu'ils sont presque à la fin de leurs études, pour aller faire soit un MBA et puis rester aux États-Unis. Donc là aussi, c'est un appauvrissement intellectuel. Donc je dis, derrière tout ça, il faut faire très attention, parce que les centres décisionnels aujourd'hui restent souvent aux États-Unis, même si après, on est tous contents de pouvoir acheter ces valeurs américaines, parce que dans notre portefeuille, elles rapportent plus que des valeurs européennes. En même temps, Donald Trump vient de fixer cette semaine des frais de $100 000 pour les visas technologiques qu'on appelle H1B. Rafik Smatting, on cette dynamique là finalement, parce que les États-Unis ne sont pas en train de se fermer. Vous l'avez compris cette mesure là, des Américains? Je pense que c'est faire rentrer de l'argent dans la caisse, tout simplement. Enfin, il est dans la logique protectionniste qui est sa marque de fabrique aujourd'hui. Mais je voudrais revenir, si vous le voulez bien, sur la question de l'IA et de la réglementation. Oui. Qui est, je m'apprête à dire une grande banalité, et je dis en ce moment, dans les médias qui m'invitent, beaucoup de banalités, notamment d'un point de vue économique, mais je pense que c'est nécessaire dans un pays qui manque cruellement de culture économique, où parfois on fait fausse route dans un certain nombre de débats. Donc nous, en Europe, nous sommes des nains, pardonnez-moi l'expression, en matière d'intelligence artificielle. On n'existe pas. Et quand l'entité européenne, qui est la Commission européenne, décide de s'approprier le sujet de l'Union européenne, elle invente un AI Act, qui est un document imbuvable de plusieurs centaines de pages, qui est un acte de régulation. Donc pendant que vous avez les Chinois et les Américains qui changent le monde, qui investissent des centaines de milliards de dollars sur les enjeux IA, avec Mark Zuckerberg qui paye parfois 100 millions de dollars le fait de recruter un ingénieur. Vous voyez où on en arrive. Quand vous avez des Chinois qui sont en train de produire des armées d'ingénieurs, qui se comptent en millions d'ingénieurs. Nous, en Europe, on se pose la question de la régulation. En fait, pourquoi ? Parce qu'on a peur. On a peur de l'avenir. Vous êtes en train de nous dire qu'on a déjà perdu la bataille de l'IA ? Je ne dirais jamais. Vous savez, je suis un entrepreneur. Et un entrepreneur, il regarde toujours le verre à moitié vide et pas le verre à moitié plein. Par contre, quand le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Mais en revanche, quand il y a de l'aberration et quand il y a un non-sens absolu, il faut le dire et il faut le répéter. l'IA Act, c'est une mascarade absolue. Et pourquoi ? Mais c'est important. Mais là, encore une fois, vous créez une société dans le domaine de l'IA, ce qui est mon cas. Nul n'est censé ignorer la loi, on est bien d'accord ? Oui. Puisque nul n'est censé ignorer la loi, vous êtes censé connaître ce qu'il y a dedans. C'est comme pour les impôts. Vous allez me dire, il n'y a pas de grandes contraintes pour des sociétés en création, etc. Peut-être, mais sauf que tant qu'on ne les a pas lues, ou alors tant qu'on n'a pas demandé à un avocat de faire le job, on ne peut pas le savoir. Et puis au-delà de ça, c'est une question de mentalité, c'est une question de mindset. C'est quoi cet ensemble qui a tout pour être la première puissance économique du monde, c'est-à-dire l'Union européenne ? Qu'est-ce qu'on a fait pour se saborder de cette façon-là et pour être en réaction plutôt qu'en attaque ? Vous savez, Mary Meckers, aux États-Unis, qui est l'une des plus grandes analystes tech, elle a produit, il y a quelques mois, un rapport sur l'intelligence artificielle de très bonne facture, de très haut niveau et avec un très haut niveau de précision. Eh bien, figurez-vous que ce rapport parle évidemment de ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en Chine. L'Europe est citée, mais uniquement
lorsqu'il s'agit de parler de la régulation. Oui. L'Europe n'est pas du tout identifiée comme un acteur présent ou futur de l'intelligence artificielle. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Donc la régulation, de grâce, arrêtons de nous flageller, nous les Européens, arrêtons d'être en réaction, soyons, métaphore footballistique, soyons en attaque plutôt qu'en défense. Roland Gillet. Et vous voyez, quand on est vraiment bon, c'est d'abord quand on est unis. Quand on évite d'ultra-réguler, regardez un peu Airbus par rapport à Boeing. Il y a encore quelques années, c'était dit systématiquement, et comme vous dites, il faut quand même rester optimiste et voir notre vraie valeur ajoutée. On disait, mais de toute façon, ce n'est pas lutter contre Boeing, ils reçoivent. Et c'était vrai, beaucoup d'argent militaire, de défense, donc on ne peut pas lutter. Vous avez vu qu'on a pu être une force forte quand on est tous unis, et aujourd'hui... Malheureusement, c'est un peu la seule. Mais, oui, mais c'est ce que je vous dis. Donc, il faut qu'on prenne, quand on est vraiment bon, les responsabilités de l'être collectivement, d'éviter nos dissensions et notre cocorico national, parce qu'on est en France, mais un autre vous dira un autre bruit tant qu'il est dans son pays, comme dans des clubs de football, quand vous êtes heureux les Français de battre la Belgique, je comprends, c'est du sport, mais sur le reste, on a besoin d'être ensemble pour gagner. Et ici, ce que je vois aux États-Unis, c'est des États-Unis d'Amérique, avec des différences, oui, ben, la Californie n'est pas... Mais néanmoins, même les ambitions, quand il y a 23% du budget fédéral qui peut aller à un État, alors que nous, on a difficile à avoir 1% au niveau de la Commission européenne, on n'a pas les moyens de nos enjeux. Alors, vous me dites c'est de la faute des politiques, peut-être, mais il faut que la population soit aussi d'accord, il faut qu'elle y croie. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle voit, et monsieur vient de le rappeler, c'est quand il y a de l'Europe, c'est toujours pour le mauvais truc. Regardez, pour le moment, on parle beaucoup d'Ursula von der Leyen, parce que la compétence des tarifs, donc des droits de douane, c'est une compétence européenne. Est-ce que vous avez vu le cafouillage en fonction des intérêts nationaux de chacun sur savoir quel produit vient dans les sanctions ou pas, puisque chacun vient avec ses cartes à lui en ne s'occupant pas du voisin. Et qu'est-ce que dit un jour quelqu'un comme Bernard Arnault? Il dit laissez-moi faire mon commerce, au moins moi on sait pourquoi je le fais, mais je défends le secteur dans sa globalité, ce qui est vrai. Donc ici, de manière générale, je trouve quand même que l'Europe a une place certainement à jouer, mais en acceptant de regarder factuellement l'état du monde d'aujourd'hui. Ce sera le mot de la fin. Non, je voudrais juste répondre deux choses. 3 secondes, Jean-Marc. Oui, 3 secondes. C'est terminé. L'Europe est la première puissance économique mondiale, contrairement à ce qu'on nous raconte, parce que c'est elle qui dégage des excédents commerciaux, et ces excédents commerciaux sont en croissance, alors que les États-Unis sont le pays, encore une fois, qui représente les 2/3 du déficit extérieur. Et la deuxième remarque que je ferai, c'est concernant le fait qu'on est unis, pas unis. La question ne se pose pas en ces termes-là. La question se pose effectivement en les termes, est-ce qu'on répond aux attentes de la population? Et je maintiens, il faut préparer le vieillissement de notre population. Le message est passé. Oui, ça ne sert à rien de dire, écoutez, on va faire... L'horizon de l'EHPAD géant européen est encore devant nous. Merci les experts.